Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Celle que nous avons choisie aujourd'hui est un peu particulière, tout le monde la connaît, c'est l'affaire du petit Grégory. Nous sommes en 1984, dans les Vosges, lorsque le jingle de RTL brise le silence de la nuit de l'Épanche sur Vologne et bientôt celui de toute la France. Le corps d'un enfant de 4 ans, dont les pieds et les mains étaient ligotés, a été retrouvé dans la Vologne, une rivière des Vosges. Grégory Villemain avait disparu ce soir vers 17h30. Les gendarmes ont été prévenus par un coup de téléphone anonyme. Les enquêteurs n'excluent pas l'hypothèse d'une vengeance familiale. L'histoire peut paraître simple, tristement familière, mais elle va dérouter la France entière par sa complexité, par le nombre de ses protagonistes et les secrets de famille qui pèsent sur les Villemain. Car si la mère, Christine Villemain, et le père, Jean-Marie Villemain, forment a priori un couple heureux, ils subissent depuis des années, eux et d'autres membres de leur famille, le harcèlement de la part d'anonymes, de la part de corbeaux, pourrait-on dire. Les lettres et les appels haineux se multiplient depuis 1981, avec des railleries, des pseudo-révélations de secrets de famille et même des menaces. C'est leur réussite qui semble susciter les jalousies de leurs collègues et de leurs proches. Après 36 ans de recherche, le mystère reste entier. À ce jour, impossible de dire qui a tué Grégory Villemain. L'hebdomadaire français de faits divers, Le Nouveau Détective, a tenté de lever le voile sur cette affaire dans un hors-série dédié. Les reporters ont été envoyés sur place, ils ont ressorti leurs vieux dossiers et reviennent sur chaque détail de l'enquête, aussi infime soit-il, d'une odeur de lavande dans une Peugeot 305 au témoignage tardif d'une agricultrice. De nouveaux éléments pourraient aussi bientôt faire avancer l'enquête. De nouvelles recherches ADN vont être pratiquées, avec peut-être à la clé des révélations. Je suis Jean-Alphonse Richard, journaliste à RTL. Pour parler de l'affaire Grégory, Michel Marie, journaliste au Nouveau Détective, est aujourd'hui notre voix du crime. Bonjour Michel Marie. Bonjour Jean-Alphonse Richard. Nous sommes donc le 16 octobre 1984, date importante puisque on retrouve ce jour-là le corps du petit Grégory. Michel Marie, à l'époque, vous êtes jeune journaliste et vous allez rapidement vous rendre sur les lieux, c'est ça ? Tout à fait. En réalité, et je m'en souviens comme si c'était hier, je rentrais de l'île du Nord. J'avais fait un reportage dans le Nord, 1984. J'étais journaliste depuis 6 ans. Je suis rentré en 1978 dans cette profession et à ce titre également, donc le Nouveau Détective. Et j'entends à la radio, donc c'était à mon avis le lendemain, parce que on l'a retrouvé tard, cet enfant. Oui, dans la soirée. L'information, enfin moi j'ai eu l'information le lendemain, j'étais en voiture et je rentrais à Paris et je me suis dérouté. Je me suis dit, une affaire comme ça, je suis journaliste de faits divers, je ne sais pas ce que le journal a décidé de faire, et j'y vais. Et vous y allez, et vous arrivez donc dans cette vallée étroite de la Vologne, à l'Épanche plus précisément, là où a été découvert le corps. Michel Marie, quelle est l'ambiance à l'époque ? Quelle ambiance règne sur ce lieu ? Octobre, les Vosges sont pluvieuses, il y a du brouillard et les habitants ressemblent un petit peu à leur climat. C'est une région de gens qui sont durs. Ce crime épouvantable, on a vraiment l'impression qu'il a déteint sur la population déjà quand on arrive. J'ai vraiment des souvenirs noirs, si vous voulez, de l'ambiance locale. Et à ce moment-là, donc, l'enquête démarre. Les gendarmes se rendent compte très rapidement que le couple était en fait menacé. Ils recevaient des appels, des lettres anonymes de la part de un ou plusieurs corbeaux.
Oui, on s'aperçoit très vite, en tout cas les gendarmes s'aperçoivent très vite en commençant l'enquête, que les parents de Grégory, donc Jean-Marie et Christine Villemain, sont harcelés par un corbeau, à la fois par des lettres, mais également par des appels téléphoniques. Alors vous disiez vous-même un ou plusieurs, je pense que c'est plusieurs. J'ai presque envie de dire que c'est une activité locale, je crois qu'il y a beaucoup de corbeaux, mais à l'époque et depuis 3 ans environ, les Villemain étaient harcelés. Quand je dis les Villemain, c'est Jean-Marie et Christine, mais c'est les parents de Jean-Marie. Et c'était de façon incessante, avec une espèce de voix maquillée par un appareil, probablement, comme on le voit quelquefois dans les films, avec une voix rauque qui fait peur à elle toute seule. Il y a cette voix rauque effectivement au téléphone, il y a ces courriers qui vont d'ailleurs arriver, y compris après la mort évidemment du petit Grégory. Puis il y a une histoire de famille qui est assez sombre. Il y a une rivalité entre deux familles, les Villemain, les Jacob, on peut voir les choses comme ça? La haine, j'ai envie de dire, remonte à longtemps, elle remonte aux années 30. Et c'est une haine ancestrale qui s'est transmise. J'ai presque envie de dire que Jean-Marie a hérité de la haine dont ses parents étaient victimes. Les choses ne sont pas simples. Le père de Jean-Marie, lorsqu'il se marie, épouse une Jacob qui est enceinte de quelqu'un d'autre. Et il avait déjà mauvaise réputation parce que son père s'était pendu et que sa mère avait tué son enfant à l'époque quand l'enfant avait 4 ans. Donc c'est une famille un peu noire et les Jacob n'ont pas envie que les Villemain viennent entacher l'image des Jacob. Tout le monde se méfie finalement entre ces deux Et familles. tout le monde se méfie. Tout le monde se méfie. Il va y avoir d'ailleurs très vite, dès le lendemain du crime, le corbeau va se manifester. Il va écrire. Oui, il y a eu des lettres, il y a eu la lettre de revendication en un premier temps, et puis il y a eu aussi la lettre du lendemain, où en gros le corbeau lui dit ton pognon ne remplacera pas ton fils, voilà ma vengeance, pauvre con. Ouais, qui est une lettre tout à fait brutale et terrible. C'est une lettre brutale, terrible, et qui est très vraisemblablement écrite par quelqu'un de très proche du meurtrier, si ce n'est le meurtrier. Alors justement, ce corbeau, il semble au départ cibler particulièrement Albert et Monique Villemain, les parents. Et puis là, tout d'un coup, et d'autant plus avec la mort de cet enfant, c'est Jean-Marie qui est au cœur du dossier, si je puis dire. C'est lui qui attise la haine. Il y a un incident qui se produit, qui va raviver la colère du corbeau, ou en tout cas des gens qui lui en veulent, alors que depuis un petit moment, le corbeau s'était calmé. On a un peu l'impression, d'ailleurs il le dit dans une de ses dernières lettres, il dit « Ceci est ma dernière lettre ». On a un peu le sentiment que le corbeau avait trouvé la paix et qu'il avait enterré la hache de guerre. Et cet incident que vous soulevez, c'est le fameux canapé en cuir, c'est bien ça? Alors racontez-nous cette histoire parce qu'elle est peut-être effectivement le déclic d'une haine incroyable. On peut imaginer que c'est le déclic, en tout cas c'est une hypothèse. 2 jours avant la disparition de Grégory, c'est-à-dire le 14 octobre, Jean-Marie Villemain reçoit la visite de son frère Michel, accompagné de son épouse. Le frère était venu lui demander un petit peu, pas un renseignement, mais il voulait son avis pour l'achat d'un vieux véhicule d'occasion. Et à ce moment-là, Jean-Marie vient de faire l'acquisition d'un somptueux canapé en cuir, et il est très fier de son canapé, ce que l'on peut comprendre. Il est déjà propriétaire de ce chalet qui est qui est sur une petite colline, c'est ça? Sur la colline, qui est un joli bâtiment. Il a fait une extension, où il prévoit de faire une extension pour mettre une 2e voiture, la voiture de Christine. Il est en train de commander du vin des Grands Crus, une enseigne locale. En fait, il exhibe un petit peu son aisance matérielle à son frère et à sa belle-sœur, qui eux sont venus pour lui demander un conseil pour acheter une 4L d'occasion dont le plancher est troué par la rouille. Il y a un espèce de décalage, et ces gens-là sont, Michel et sa femme, semblent très mal à l'aise
Et je suis pas sûr que Jean-Marie se soit rendu compte à ce moment-là Du décalage. du décalage et de la gêne qu'il occasionnait. Et ça passe pas, cette histoire de canapé en cuir. Il y a cet étalage de richesse, c'est beaucoup dire, parce qu'il faut quand même le dire, Michel Marie, les Villemain sont pas des gens fortunés. Lui, Non, on le non, surnomme absolument le pas. chef, c'est un contremaître, c'est ça? Il travaille dans une usine de la région, c'est ça? Il vient d'être nommé contremaître dans une usine de la région, une usine qui s'occupe de sièges et de mousses de matelas ou de sièges de voiture. Il est contremaître et je crois qu'à l'époque, son salaire est de 8 000 francs par mois, ce qui n'est pas... C'est pas une famille qui roule sur l'or, Pas du tout. mais là, on va lui reprocher presque cet étalage, non pas de richesse, mais en tout cas de luxe. Il montre qu'il a réussi, Jean-Marie. Tout à fait, mais de vous à moi, c'est incompréhensible, mais malheureusement, c'est la réalité. C'est-à-dire que parce qu'il a un canapé en cuir, il a 2 voitures et qu'il a acheté un joli chalet pour lequel il s'est endetté, je crois qu'il avait emprunté un gros crédit à la banque, il ravive une colère, c'est de la jalousie pure, c'est totalement incohérent. En plus des lettres du Corbeau, il y a eu, je crois, plusieurs incidents dans la famille. Et ce hors-série du Nouveau Détective, le hors-série de 116 pages, les rappelle, ces incidents. Racontez-nous, il y a cette histoire de Bernard Laroche, je crois, qui fait du pied à Christine Villemain. Oui, alors c'est à l'occasion d'un mariage. Bernard Laroche est réputé et connu pour être ce qu'on appelle un chaud lapin, un homme qui aime les femmes. Rien ne l'arrête, visiblement, puisqu'à l'occasion d'un mariage, il est en face de Christine Villemain et il va lui faire du pied sous la table. Christine retire son pied et par la suite en parlera à Jean-Marie. Les 2 hommes s'expliqueront sur ce point et je pense que ça n'a pas dû arranger les choses entre les 2 hommes. Mais en tout cas, il n'y a pas eu, à ma connaissance en tout cas, de suite violente. Christine est aussi un peu différente des autres belles filles. Elle a quelque chose de plus, Christine. Physiquement, intellectuellement, elle s'habille, elle s'habille Elle est plus bien. moderne. Elle vient d'un autre milieu. Elle vient tout simplement d'un autre milieu. Jean-Marie en est très fier. Il est amoureux de cette femme et l'ambiance qui régnait chez les parents Villemain, ils étaient un peu en décalage. Ça s'accordait pas bien tout ça. Et d'ailleurs, il y a aussi une autre anecdote, c'est que pour leur mariage, Christine et Jean-Marie Villemain, ils vont inviter quasiment personne. Ils font un mariage dans la plus stricte intimité, juste les parents et les 2 témoins, parce qu'ils avaient bien compris que c'était pas la peine d'organiser une grande fête, que ça risquait d'attiser encore plus la jalousie des uns et des autres. Alors on va revenir à cette enquête qui bat son plein, qui se déroule, qui va connaître de multiples rebondissements. Pendant les 6 premiers mois après la mort du petit Grégory, vous êtes donc, vous, en permanence quasiment sur les bords de la Vologne. Quels sont à cette époque-là les résultats de votre enquête? Est-ce que vous rencontrez beaucoup de monde? Comment ça se passe? Effectivement, je suis resté longtemps sur les bords de la Vologne. J'ai été remplacé par moments. Enfin, il y a eu des allées et venues, mais j'y suis resté plusieurs mois. L'idée pour tous les journalistes de détectives, c'est de voir les témoins, de voir les proches. C'était parfois compliqué, parfois ça fonctionnait. C'était de suivre, en tout cas, semaine après semaine, l'avancée à la fois de l'enquête et puis également quand on pouvait récupérer l'interview d'un témoin, d'un proche, d'un voisin, ou les confidences d'un gendarme, ou même celles du juge d'instruction, puisqu'il était assez ouvert. Alors on sait justement qu'il va y avoir des dissensions entre la gendarmerie, entre la police, le juge d'instruction va se retrouver aussi au milieu. Vous sentez déjà ce malaise qui se dessine? Pas au début. Pas au début. Au début, j'ai l'impression que les gendarmes étaient dans la bonne direction et le juge aussi. Enfin, en tout cas, le groupe enquêteur de la gendarmerie et le juge d'instruction, jusqu'à l'interpellation de Bernard Laroche, on a l'impression que c'était assez cohérent. L'enquête fonctionne. L'enquête fonctionne. Bon, on interpelle Bernard Laroche parce qu'il a un hiatus dans son emploi du temps. Si vous voulez,
Au tout début, ils interrogent tout le monde pour savoir qui était où. Et le seul qui s'est mélangé les pinceaux, c'est Bernard Laroche, sur une histoire d'horaire. Et à partir de là, c'est le premier problème que trouvent les gendarmes. Et à partir de là, évidemment, il s'intéresse à lui. Alors justement, il y a ce premier coup de théâtre, c'est tout de même cette arrestation, évidemment, de Bernard Laroche, qui change la donne dans cette enquête bien mystérieuse. Et puis il y a cette accélération quand Muriel Boll désigne Bernard Laroche comme coupable lors d'une audition devant les gendarmes. Elle raconte qu'il l'a fait monter dans sa voiture dans laquelle il y avait le petit Grégory au moment de sa disparition. Puis ensuite, elle va revenir sur ses propos. Qu'est-ce que vous pensez de cette audition à l'époque? On pense que là, ça y est, l'affaire est bouclée, elle est finie? Oui, évidemment, on pense à ce moment-là que l'histoire est réglée. On a un suspect qui se mélange dans ses horaires. On a sa belle-sœur qui l'accuse finalement et directement d'avoir enlevé le petit Grégory. Dans sa première audition, elle est extrêmement précise. Elle dit que ce jour-là, elle sortait de l'école, elle était sur le point de prendre son autobus, que Bernard Laroche était en voiture avec sa 305 verte, qu'il l'a hélée et qu'il lui a proposé de la raccompagner. Et qu'elle est donc montée avec Bernard Laroche, et que chemin faisant, ils se sont arrêtés, donc pas très loin de la maison des Villemain, du chalet, qu'il lui a demandé de l'attendre dans la voiture. Il y avait son fils d'ailleurs sur le siège arrière, le fils de Bernard Laroche. Bernard Laroche s'est absenté quelques minutes, il est revenu avec un enfant qui correspond en tout point à Grégory. Il est monté dans la voiture, ils ont roulé encore un peu et Bernard Laroche s'est arrêté à nouveau, il est parti avec l'enfant, il s'est absenté plusieurs minutes, plusieurs longues minutes et il est revenu seul. Voilà ce que dit en substance Muriel Boll. Un peu dans le jargon, on a l'impression, on a envie de dire, ça y est, c'est plié. Oui. Et en fait, pas du tout, parce que pour des raisons qui me sont encore un peu troubles, un peu floues, le juge d'instruction va, après avoir mis en examen Bernard Laroche, il va essayer de reprendre en audition et même en garde à vue Muriel Boll. Sauf qu'entre-temps, elle ne tiendra plus les mêmes propos parce qu'elle a très vraisemblablement été reprise en main par sa famille. Oui, on dit même d'ailleurs que Muriel Boll aurait reçu une raclée, hein, c'est ce qui sera ensuite bien plus tard expliqué. Est-ce qu'elle démentira d'ailleurs, il faut bien le préciser. Après cet épisode, Michel Marie, que devient Bernard Laroche? Bernard Laroche est incarcéré et quelques semaines plus tard, il va ressortir sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire que le juge considère qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments. En fait, le juge considère que c'est pas lui. Donc statu quo, on peut le dire dans l'enquête, hein, il y a pas de, on repart pas à zéro, mais enfin il y a un arrêt dans l'enquête. Hein. Et puis il va y avoir, alors ça, ce retournement de situation, je pense que personne ne s'en doute à l'époque, c'est la mise en cause de Christine Villemain par le juge Lambert. La mère du petit Grégory, qui devient du jour au lendemain quasiment la suspecte numéro 1. Alors là, racontez-nous, parce que c'est plus qu'un coup de théâtre, c'est un coup de tonnerre. Oui, c'est un virement de cap, de direction radical. On avait tous le sentiment que l'affaire était réglée, que c'était Bernard Laroche. Du coup, il ressort de prison, même s'il est toujours inculpé, il est quand même libre. Et petit à petit, une espèce de rumeur qui commence à arriver sur les bords d'Épinal, sur les bords de la Vologne. Ça serait la mère, ça serait Christine.
Bon, alors faut peut-être y voir derrière une guerre des polices, la police judiciaire qui voulait récupérer le dossier en Oui, parce pensant... qu'il y a deux clans là, hein. Michel Marie, on s'arrête juste une minute, mais effectivement, il y a la gendarmerie qui était plutôt pour la culpabilité, entre guillemets, de Bernard Laroche, et puis la police judiciaire poussée sur la piste de Christine. Il faut quand même le souligner, c'est important. Oui, tout à fait. La police judiciaire ronge son frein. La police judiciaire veut être saisie de ce dossier. Elle va intriguer par tous les moyens pour récupérer ce dossier. Et il faut produire un électrochoc. Les gendarmes sont persuadés que c'est Bernard Laroche, et la police judiciaire, pour trouver une oreille attentive, considère que c'est Christine Que c'est Villemain. Christine. Et Christine va se retrouver donc face au juge. Et le juge d'instruction, qui est peut-être un peu influençable à ce moment-là, semble écouter l'hypothèse de la police judiciaire. Bernard Laroche est remplacé finalement par Christine Villemain. Elle est dans le collimateur de ce juge. Le 24 mars 1985, il est 18h quand les auditeurs de RTL et Christine Villemain entendent les dernières nouvelles concernant l'affaire Grégory. Demain, journée sûrement décisive dans l'affaire de l'assassinat du petit Grégory. Au palais de justice d'Épinal, le juge d'instruction fera connaître la conclusion des experts graphologues sur les lettres du corbeau, Jean-Michel Bézina. C'est en effet demain, aux alentours de 14h, que Jean-Michel Lambert va notifier aux parents de Grégory d'abord, à Bernard Laroche ensuite, qui demeure toujours inculpé de l'assassinat du petit garçon, les conclusions des deux experts en écriture. Mais chacun sait déjà que pour les deux experts, c'est Christine Villemain, la maman de Grégory, qui a probablement écrit la lettre revendiquant l'enlèvement et le meurtre de l'enfant. À ce moment-là, Christine Villemain roule au volant de sa Renault 18, elle est enceinte, et le choc est tellement puissant qu'une crise de saignement se déclenche. Elle est hospitalisée dans la soirée. 5 jours plus tard, c'est Jean-Marie Villemain qui craque. Il saisit son fusil à pompe, il se rend chez Bernard Laroche et le tue. Michel Marie, comment est-ce que vous avez appris cette terrifiante nouvelle ? Oui, je me souviens bien de ce jour-là. C'est terrifiant parce qu'on a un peu le sentiment que lorsque Jean-Marie Villemain a tiré sur la détente de son fusil à pompe, il a tué non seulement Bernard Laroche, mais il a aussi tué l'enquête. Et d'ailleurs, il en convenait en tout cas récemment. Après, c'était assez prévisible parce que Bernard Laroche avait été remis en liberté alors qu'il était toujours inculpé du meurtre de Grégory, qu'on ne donne aucune explication à cette remise en liberté. On le désigne comme le tueur de l'enfant et puis d'un seul coup, On le laisse partir. On le laisse repartir. Et c'est également le moment où Christine Villemain commence à devenir suspect potentiel, même plus que potentiel. Et là, je pense que ça a fait beaucoup dans la tête de Jean-Marie, entre la remise en liberté du meurtrier de son enfant, en tout cas désigné comme tel, et les suspicions qui commençaient à arriver sur son épouse. Il a, comme on dit vulgairement, pété les plombs, et il a pris son arme et il est allé à deux reprises, je crois. Il a une première fois. Il y a une tentative où il a raté il n'a pas tiré, il n'a pas raté son coup en ce sens, mais ils se sont pas croisés, ou il était en tout cas pas en mesure de l'abattre ce jour-là, et il a recommencé quelques jours plus tard, et là il y a eu un face-à-face, et il a appuyé sur la détente. Et vous le disiez, les suspicions sur Christine Villemain, le 5 juillet 1985, eh bien, la machine judiciaire, elle s'empare de cette rumeur, à tel point que Christine Villemain est inculpée pour le meurtre de son fils. Alors là, effectivement, l'affaire change encore une nouvelle fois, on peut le dire, du tout au tout. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, personnellement, à cette époque ? C'est une vraie surprise ? On ne s'attendait pas du tout à cette inculpation. Pour moi, c'est une vraie surprise. Je commençais à comprendre un petit peu comment fonctionnait ce couple. Et pour qu'il y ait une éventuelle culpabilité, il faut d'abord qu'il y ait un mobile. Et je ne voyais pas le mobile de Christine. Je ne voyais pas pourquoi elle aurait tué son enfant. Elle s'entendait bien avec Jean-Marie. Elle en était amoureuse. Alors, c'était peut-être pas forcément parfait, mais elle n'avait aucun mobile. Alors, on a dit un peu à une époque qu'elle en avait marre de vivre sur
sur les bords de la Vologne, dans ce secteur de France, qu'elle avait une amie qui avait épousé un notaire et qui était partie vivre en Afrique, qu'elle rêvait de grands espaces et de quitter la région. Mais rien dans le dossier n'établit qu'il y avait un problème dans ce couple, qu'ils n'étaient pas du tout sur le point de se séparer, de divorcer. Ils l'ont d'ailleurs prouvé par la suite, c'est un couple extrêmement uni. Donc il n'y avait pas de mobile. C'est un cafouillage judiciaire, on n'y comprend rien. On arrête Bernard Laroche, finalement c'est pas lui, ou on pense que c'est pas lui, on le remet dehors. Il se fait assassiner en cours de route. Après, on prend la mère, parce que statistiquement c'est toujours la mère, ou c'est souvent la mère qui tue ses enfants quand de tels drames se produisent. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Cette enquête, à ce moment-là, dérape complètement. Mais comment expliquer, Michel Marie, ce revirement dans la tête du juge d'instruction? Selon vous, votre analyse après ces années, quelle est-elle? Je pense que le juge d'instruction a été influencé par certains médias qui commençaient à se faire l'écho de cette hypothèse, par la police judiciaire qui avait l'ambition d'être saisie de ce dossier. Malheureusement, je ne veux pas dire trop de mal de ce juge d'instruction qui est mort lui aussi d'ailleurs. Qui est mort lui aussi et qui certainement a fait ce qu'il pensait devoir faire, sauf qu'il a peut-être mal fait. Mais je ne voudrais pas m'acharner sur lui. Mais ce qu'il a fait est incompréhensible. Et vous dites que c'est tout simplement que c'est une erreur judiciaire. D'ailleurs, le Nouveau Détective, à l'époque, c'est un des rares journaux à prendre position. C'était pas vous, mais il y avait un autre reporter du journal, envoyé sur place, Jean-Paul Pradier, qui avait écrit, noir sur blanc, la culpabilité de Christine Villemain est mathématiquement impossible. Jean-Paul Pradier, il avait mené une enquête très détaillée, presque minutée, j'ai envie de dire. Jean-Paul Pradier était un excellent journaliste. C'était un journaliste à l'ancienne. Il refaisait les parcours, il chronométrait les parcours, il rentrait partout, il connaissait tout le monde. Il avait, avec son accent du Sud et sa dégaine, c'était un grand type d'1m90, il a fait un travail remarquable sur cette affaire. Et lui avait chronométré le trajet entre la sortie de l'usine, récupérer l'enfant chez la nourrice et puis ensuite, etc. C'était mathématiquement impossible, c'est ce qu'il a dit. Et d'ailleurs, par la suite, le juge Simon a fait le même chronométrage et en a tiré les mêmes conclusions. Et elle finira par être mise hors de cause, Christine. Elle aussi a été incarcérée relativement peu de temps et elle a été mise hors de cause, définitivement. Mais le calvaire du couple Villemain est bien loin d'être terminé. Malgré l'absence de preuves, Christine restera longtemps suspecte pour certains enquêteurs et journalistes, mais aussi pour l'opinion publique. Quant à Jean-Marie Villemain, de père éploré, il est devenu meurtrier. En juillet 1985, il attend son procès aux assises pour le meurtre de Bernard Laroche. Vous venez d'écouter la première partie du 10e épisode des Voix du crime, saison 2. Dans le prochain épisode, nous retrouverons Jean-Marie Villemain dans le box des accusés aux assises, un procès auquel a assisté Michel Marie et pendant lequel a résonné la voix du corbeau. J'ai quand même plus de 1000 procès à mon palmarès professionnel. Je crois, de mémoire, n'avoir jamais vu quelque chose d'aussi, en termes d'émotion, aussi violent, aussi intense. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL et vos plateformes d'écoute préférées. Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime.
Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Dans le précédent épisode, nous vous racontions les débuts de l'affaire Grégory Villemain, ce petit garçon retrouvé mort le 16 octobre 1984 dans la Vologne. Dans un hors-série, l'hebdomadaire français de faits divers, Le Nouveau Détective, revient sur cette affaire hors norme qui garde tous ses mystères 36 ans après les faits. Pendant un temps, les gendarmes ont cru tenir le coupable, Bernard Laroche, finalement relâché, puis tué par Jean-Marie Villemain d'un coup de fusil, une vengeance qui mène le père du petit Grégory devant la cour d'assises de Dijon. C'est là que nous retrouvons pour ce deuxième épisode le journaliste Michel Marie qui avait couvert le procès pour le journal Le Nouveau Détective. Michel Marie, on est là 9 ans après la mort de l'enfant, le 3 novembre 1993. C'est le début du procès de Jean-Marie Villemain pour le meurtre de Bernard Laroche. C'est un procès presque surréaliste, on peut dire, et tout à fait exceptionnel. Racontez-nous comment ça se passe, quelle est l'ambiance dans cette salle d'audience ? Ce qui est exceptionnel dans ce procès, c'est la durée pour lequel ce procès a été audiencé sur 7 semaines, alors qu'il s'agit d'un crime, d'un meurtre simple. C'est Jean-Marie Villemain qui tire un coup de fusil en direction de Bernard Laroche, qui le tue parce qu'il pense que ce dernier a tué son enfant. En temps normal, devant une cour d'assises, un procès comme ça se règle en 2 ou 3 jours, et en tout cas certainement pas en 7 semaines. Bon, on va très vite comprendre, pour les journalistes qui étaient sur place, que le président de la cour d'assises avait décidé de refaire toute l'instruction de Grégory. Donc on n'était pas au procès de Jean-Marie Villemain, enfin c'était un prétexte entre guillemets. C'était le procès de l'affaire Grégory déjà. Bien sûr. Et puis ça avait quand même un intérêt important. Il fallait que les jurés, pour condamner, ou de toute façon il était évident qu'ils seraient condamnés, pour condamner Jean-Marie Villemain, il fallait savoir s'il avait tué un innocent ou s'il avait tué un coupable. Donc c'est sans doute aussi la raison pour laquelle on a repris toute l'instruction Grégory. Ça va être très vite, et vous y êtes, Michel Marie, à l'époque, ça va être très vite le procès des jalousies et des rancœurs. Il y a ces clans face à face, les Villemain, les Jacob, les Laroche, les Boll. Alors quelle est l'ambiance dans cette salle d'audience ? Il y a tout le monde, effectivement. L'ambiance est tendue, l'ambiance est glaciale. Chacun est venu tour à tour s'exprimer devant la cour, à la barre. Même le juge d'instruction a été cité. Et là, c'était tellement fouillis que le président, à un moment donné, a dit bon, on va essayer d'y voir plus clair en procédant à l'audition du juge d'instruction. Ça n'a pas été plus clair après, rassurez-vous. Je pense même que ça c'est un peu plus compliqué. Moi, j'ai le souvenir d'un procès glacial où chacun restait sur ses positions. Ça n'avançait pas, si vous voulez. Il y a eu la mort de Bernard Laroche dans cette histoire, il faut pas l'oublier, mais on comprend bien aussi que Jean-Marie Villemain n'a pas le rôle du méchant. Il va prendre la parole, Jean-Marie. Et là, toute la salle, il va y avoir un silence qui va se faire très naturellement, la salle va être pétrifiée. Jean-Marie s'est exprimé à plusieurs reprises pendant ce procès. Il a une espèce d'autorité naturelle, Jean-Marie Villemain. Et je pense qu'il était respecté à la fois par les magistrats, mais également par les avocats qui étaient présents. Et c'est très compliqué parce que on a dans le box d'habitude un méchant. On n'a pas d'empathie pour lui, c'est un violeur, c'est souvent le cas aux assises. C'est souvent le cas aux assises. On la fournirait, on a des personnages comme ça dans le box. Et là, on a un brave père de famille à qui on a tué l'enfant et qui, persuadé que par colère, par coup de folie, colère, un coup de folie, va se venger. Donc on a un type sympathique dans le box, ce qui est exceptionnel ou ce qui est extrêmement rare. Et puis on voit autour de ce procès tout un tas de personnages incroyables qui viennent mentir très vraisemblablement à tour de rôle à la barre. Je pense qu'on ne pouvait voir autre chose pendant ce procès qu'un type écrasé par la douleur parce qu'on lui avait pris son enfant et qui a réglé ses comptes parce que l'enquête avait tellement cafouillé qu'on avait finalement remis dehors le meurtrier de son enfant et qu'il l'a pas accepté.
Jean-Marie Villemain va parler pendant 2 heures au moins lors de sa première sortie, si je puis dire. Ensuite, il reparlera. Le président Ruyssen, lui, il veut revenir au cœur très vite de l'affaire parce que ça le surlupine, cette histoire. Qui est le corbeau qui plane au-dessus de ces crimes? Il va distribuer à l'audience un arbre généalogique au jury d'assises parce que c'est vrai que c'est compliqué de s'y retrouver dans ces familles croisées. Mais c'est surtout la voix du corbeau qui va résonner dans la salle. Et ça, c'est pas ordinaire, c'est même très glaçant. C'est pas ordinaire, c'est effectivement glaçant parce que cette voix fait peur. On imagine tard le soir, seul à la maison, recevoir ce coup de téléphone et entendre cette voix. Je pense que ça peut être terrifiant. Et donc à l'audience, on a entendu à plusieurs reprises cet enregistrement qui était de mauvaise qualité, une voix rauque. Les mots sont presque pas audibles. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Moi, il y a des moments où j'ai pensé que ça pouvait être une femme. Ou les deux. Ou les deux. C'est très particulier. Enfin, j'ai quand même plus de 1000 procès à mon palmarès professionnel. Je crois, de mémoire, n'avoir jamais vu quelque chose d'aussi, en termes d'émotion, aussi violent, aussi intense. Christine Villemain est évidemment à l'audience. Comment réagit-elle? Quel est son visage? Christine Villemain était extrêmement tendue, on peut le comprendre. Christine Villemain était venue soutenir son mari. On imagine ce qu'ils ont vécu entre son inculpation à elle était en prison. Finalement, on dit non, finalement c'est pas vous. Maintenant, c'est le mari qui passe devant la cour d'assises et qui encourt quand même, au regard de la loi, la réclusion criminelle à perpétuité. C'est un assassinat. Il est venu avec l'intention de tuer et il a tué. Donc c'est un assassinat. Sur un malentendu, il peut être lourdement condamné. Si on considère que Bernard Laroche n'est pas le meurtrier de son enfant, on peut lourdement le condamner. Jean-Marie Villemain, il va être condamné à 4 ans de prison, ferme, mais il faut bien le dire, malgré ce procès fleuve, ces auditions, les familles qui sont là, il va rien sortir du tout de l'affaire Grégory. On n'apprendra rien de neuf, Non, on n'apprendra rien de neuf malheureusement pendant ces 7 semaines d'audience. Jean-Marie a été condamné à 4 ans de prison, ce qui est une peine effectivement assez faible par rapport aux faits qui sont commis si on les sort du contexte. Ce verdict veut dire qu'on a cru Jean-Marie Villemain quand il dit qu'il a été tué le meurtrier de son fils. L'affaire Grégory va ensuite s'enliser, les juges d'instruction vont se succéder, on va perdre le fil de l'enquête, c'est un dossier qui n'en finit pas et dans lequel, c'est ce que met en lumière le nouveau détective, toutes les pièces, tous les éléments n'ont vraisemblablement pas été exploités. Michel Marie, c'est le cas de ce procès verbal où l'on parle d'une étrange odeur de lavande dans la voiture de Bernard Laroche. Bernard Laroche qui deviendra bien plus tard le suspect numéro 1. Et effectivement, cette histoire d'odeur de lavande, c'est la grand-mère de Grégory, la grand-mère maternelle, c'est-à-dire la maman de Christine Villemain, qui, le jour de l'enterrement, a besoin d'un chauffeur, enfin demande à Bernard Laroche, à l'époque où il n'était évidemment pas suspect, de la conduire chez elle, chercher je ne sais quoi. On sait que Christine Villemain parfumait son fils à l'eau de lavande et qu'elle en mettait toujours beaucoup. Et lorsqu'elle monte dans la voiture de Bernard Laroche, elle a senti cette odeur de lavande et elle dit « mais ça sent Grégory ». Ça sent peut-être Grégory, mais cette histoire de parfum, Michel Marie, elle va finalement faire partie des nombreux mystères qui peuplent l'enquête. Et pour cause, le silence est pesant dans cette région des Vosges. Le procureur de Dijon, qui a repris le dossier, a déclaré qu'aujourd'hui encore, des gens savent des choses, mais se taisent. Dans ce hors-série, le nouveau détective consacre justement quelques pages à ces liaisons secrètes qui pèsent lourd sur la résolution de l'affaire Grégory.
Il y a eu des loupés et un certain nombre de témoins qui auraient pu ou qui auraient dû à l'époque parler et dire des choses ne l'ont pas fait parce qu'ils étaient dans des situations qui leur permettaient pas de le faire. Je pense à cette voisine qui, le jour de la disparition de Grégory, a croisé avec sa voiture Bernard Laroche et Muriel Boll, et elle les décrit physiquement. Madame Clodon. Madame Clodon. La route est tellement étroite qu'ils ne peuvent pas se croiser, donc elle est obligée de s'arrêter pour laisser passer la voiture, la 305 verte, donc, de Bernard Laroche. Et ça, elle le dira qu'en 1990, enfin, on va l'apprendre en 1990, c'est-à-dire quand même 6 ans après la mort de Grégory, parce que ce jour-là, elle était avec son amant. Et qu'elle voulait pas que ça se sache. Elle voulait pas que ça se sache. L'enquête va avancer désormais en même temps que la science. L'année 2021 pourrait être déterminante de ce point de vue. La justice, à la demande des Villemain, vient d'autoriser de nouvelles expertises ADN, notamment en utilisant la technique de l'ADN de parentèle qui consiste en gros à identifier les parents du suspect pour ensuite trouver le suspect. Oui, ça permet ce qu'on appelle de remonter par lignée maternelle ou paternelle. Si on a un ADN, par exemple votre ADN, et si c'est votre frère qu'on recherche, on va par votre ADN remonter à votre frère. C'est ça, c'est un coup de billard finalement qui est donné dans l'enquête. Et puis parmi ces éléments étudiés sur ces possibles traces ADN, il y a une seringue d'insuline. Alors cette seringue, on la connaît depuis le début de l'affaire. On parle de cette seringue d'insuline. C'est une piste d'ailleurs qui a été exploitée. Qu'est-ce qu'elle donne? Qu'est-ce qu'elle peut donner, cette seringue? La seringue d'insuline a été retrouvée sur les bords de la Vologne et on pense que Grégory a été endormi et pourquoi pas par une injection d'insuline. C'est en tout cas l'autopsie qui dit, elle dit pas qu'il y a eu une injection d'insuline, mais elle dit que Grégory n'a pas respiré dans l'eau, c'est-à-dire qu'il était inanimé au moment où il a été mis dans l'eau. Donc on pourrait très bien imaginer qu'il a été piqué à l'insuline avant d'être jeté dans la Vologne. On sait en plus qu'il n'est pas resté longtemps dans la Vologne par rapport à l'heure à laquelle on l'a retrouvé. Donc ça voudrait dire il a été séquestré quelque part pendant peut-être 1h30, 2 heures. Et qu'il s'est endormi peut-être 1 heure, enfin c'est un peu flou. Et la présence de cette seringue est très importante parce que si on retrouve de l'ADN sur cette seringue et qu'on arrive à la relier à la mort de Grégory, on a fait un pas formidable en avant. Évidemment, là, ça serait une révélation, d'autant plus que l'insuline, à une certaine dose, peut provoquer la mort, surtout sur un enfant de 4 ans qui n'a pas une constitution très robuste. Donc ça pourrait expliquer cette mort, même s'il faut le rappeler aussi, Michel Marie, l'autopsie, elle est plutôt aléatoire dans ce cas-là. Ça a été fait très vite et il manque plein de pièces dans le dossier. Le dossier était parti sur de mauvaises bases dès le départ avec cette histoire d'autopsie. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'autre à part la piste de l'insuline? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nouvelle expertise ADN qui pourrait apporter une lumière dans ce dossier? Alors, il y a l'ADN, effectivement. Il y a sur les courriers des corbeaux également, sur les enveloppes et sur les timbres. Ça a été validé par la Chambre de l'instruction. Donc, des analyses vont avoir lieu. Nouvelles analyses, parce qu'il y avait des analyses qui avaient rien donné du tout. De nouvelles analyses sur d'autres supports. Parce qu'il y a eu tellement de lettres anonymes, toutes n'ont pas été analysées. Et c'est vrai que la justice s'est concentrée sur les dernières lettres, celles dont on est sûr qu'elles aient un lien avec le meurtre. Parce qu'il y a tellement de corbeaux dans cette histoire que si on identifie un corbeau qui n'est pas en lien avec le meurtre, ça va encore plus compliquer les choses. En 2016, il y a aussi une avancée technique qui donne un nouvel élan à l'affaire. Son nom, c'est Anacrim, un logiciel qui permet d'analyser des milliers d'informations en 1 seconde. Résultat, 591 pages rédigées rien que sur l'affaire Grégory. Et puis, 2 conclusions qui en ressortent. Bernard Laroche est bel et bien impliqué. Et les époux Jacob ont un alibi invérifiable. Oui, c'était le résultat d'une enquête électronique. Anacrim, c'est du traitement de texte, il fait la synthèse de tout le dossier.
Et donc il trouve les ratés ou les similitudes. Et il est vrai que lorsqu'on a mis tout le dossier Grégory dans le logiciel Anacrime, il ressort les conclusions que vous venez de formuler. Et c'est d'ailleurs la piste qui va être suivie à partir de là par la justice. Conclusions sur lesquelles évidemment il faut être prudent puisque rien n'est tranché à l'heure à laquelle nous parlons. Un mot tout de même, Michel Marie, sur les époux Jacob. Alors eux, ils sont désignés comme les corbeaux. C'est ça qu'il faut... Ils sont, oui, plus que ça. Ils sont désignés à la fois comme les corbeaux, mais ultérieurement, ils sont également désignés comme ayant participé à la fois à l'enlèvement et à la mort de cet enfant. Ils ont été mis en examen en 2017. La procédure a été cassée pour vice de forme. Il n'est pas exclu qu'ils reviennent à un moment donné sur le terrain de la suspicion. Mais en tout cas, à l'époque, suite à la synthèse d'Anacrime, Bernard Laroche et les époux Jacob sont dans le viseur de la justice. Oui, ils sont effectivement dans le viseur au point que l'un des avocats des époux Villemain, Maître Moser, va parler d'un pacte criminel, c'est-à-dire que plusieurs personnes pourraient être impliquées dans la mort du petit Grégory. On le rappelle, Jean-Marie Villemain cristallisait toutes les jalousies dans la famille, comme en témoigne cet épisode survenu 2 jours avant la mort de l'enfant. Son frère Michel lui rend visite avec sa femme et Jean-Marie se félicite de ses tout nouveaux achats, dont un canapé en cuir qui serait le symbole de sa réussite. Cette jalousie, Michel Marie, c'est aussi peut-être le mobile des Jacob. Le mobile, c'est le clan et la vengeance, le clan et la haine. Tout ça est lié. C'est l'histoire qui recommence. Si on part du principe que tout démarre à cause de ce canapé, de cette jalousie, qui ravive les colères, qui réveille le corbeau, donc on est complètement dans cette histoire de jalousie, une fois de plus. C'est Michel Villemain, donc le frère de Jean-Marie, qui s'est senti peut-être ce jour-là humilié par son frère. En a-t-il parlé à Bernard Laroche, qui était son ami? En a-t-il parlé à Marcel Jacob, dont il était très proche? Est-ce que ces deux-là ont décidé de passer à l'acte à ce moment-là? Mais rien n'est établi, rien n'est prouvé. La haine entre les Villemain et les Jacob, ça va aller presque parfois jusqu'à l'empoignade. Il y a cette fameuse histoire du soir de Noël. Racontez-nous, Michel Marie. Oui, Noël 82, une espèce de course-poursuite en voiture. Dans un véhicule, Marcel Jacob et son épouse. Et dans l'autre véhicule, c'est Jean-Marie Villemain et Christine. Je sais pas laquelle des deux, je crois que c'est la voiture de Marcel qui bloque celle de Jean-Marie, qui fait une sorte de queue de poisson. Ils s'empoignent. Jean-Marie pratiquait les arts martiaux et donc arrive à garder le contrôle de la situation face à un Marcel Jacob déchaîné qui est obligé de renoncer à son projet parce qu'il voit qu'il n'y arrive pas physiquement. Au plus fort de la bagarre, son épouse est sortie de la voiture avec un air de bœuf en menaçant Jean-Marie en lui disant je vais te casser la gueule, saloperie de Villemain ou saleté de Villemain, quelque chose comme ça. Et à un moment, les choses finissent par s'apaiser et au moment où les véhicules repartent, Marcel Jacob menace Jean-Marie Villemain en lui disant toi un jour je vais t'éclater les couilles. Et à l'occasion de cet accrochage, Jean-Marie Villemain va avoir une révélation. Oui, comme un flash, parce qu'au moment où il empoigne Marcel Jacob pour se défendre, pour le neutraliser, il remarque une cicatrice au cou. Marcel Jacob a une cicatrice au cou, et lorsqu'il le tient comme ça, il voit cette cicatrice, et il se dit, mais c'est lui le corbeau, et il le lui dit. Il dit, mais ce serait pas toi le corbeau par hasard? Évidemment, à partir des données d'Anacrime, vous l'avez dit, les époux Jacob vont être interpellés, mis en examen. Ça, on est le 16 juin 2017. Et puis alors la patatras, à nouveau, tout est annulé pour vice de procédure. L'enquête est à nouveau réduite à néant, si on peut dire. Elle va devoir repartir presque à zéro. C'est incroyable, elle est maudite cette enquête. Elle est maudite et en même temps, la faute du magistrat ou de la magistrate, c'est d'avoir signé je ne sais plus quel document seul alors qu'elle aurait dû le signer en collégialité. C'est quand même un cas d'école. Enfin, on se demande comment c'est possible de commettre une telle bourde sur un dossier aussi sensible qui remonte à si longtemps. Il faut être 3 pour signer le papier. On le sait, elle le sait. C'est incompréhensible aussi.
Les époux Jacob, la famille Jacob, vous les avez rencontrés à plusieurs reprises et récemment avec leurs avocats. Qu'est-ce qu'ils racontent de tout ça? Parce que, encore une fois, ils sont dans le viseur. Alors effectivement, j'ai rencontré les époux Jacob très récemment. C'est la première fois qu'ils s'exprimaient. Ils l'ont fait à la demande de leur avocat. C'est une exclusivité et j'en suis ravi. En dehors de la gloire de les avoir rencontrés, très honnêtement, ils n'ont pas grand-chose à dire. Comme s'ils avaient été formatés pour nier. Ils disent non à tout. Ils ne cherchent même pas à expliquer. Je leur parle par exemple de quelque chose qui est connu, archi connu dans le dossier, c'est la haine entre les Jacob et les Villemain, et ils me disent je n'étais pas au courant. L'un des avocats des Villemain, Thierry Moser, lui, il annonce, en tout cas il croit, il espère un procès aux assises d'ici 2 ou 3 ans dans ce dossier. C'est peut-être optimiste, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, mais vous le savez comme moi, pour emmener quelqu'un devant la cour d'assises et que ce soit crédible, il faut quand même des éléments. Si en l'état, parce que je vois bien qui est visé dans cette affaire, enfin dans ce projet de Maître Moser, mais imaginons qu'avec le dossier en l'état, on emmène les Jacob dans un box cour d'assises, ils seront, à mon avis, à 99% acquittés. En l'état du dossier. Il n'y a rien contre eux. Je dis pas que c'est pas eux, j'en sais rien, mais il y a rien. Et personne pour l'instant n'en sait rien, d'où l'importance de ces nouvelles expertises qui vont se poursuivre et se dérouler. On a une idée du timing que cela prendra? Non, les experts sont longs généralement. La justice a cette vertu de ne pas être pressée. Et puis depuis 36 ans, de toute façon, on n'est plus à quelques mois près. Si on peut aboutir, ce serait formidable, et que ce soit au mois de mai ou au mois de septembre, ça changera pas grand-chose. J'ai un peu le sentiment qu'on a tout fait. On a incarcéré Muriel Boll en 2017 pendant je ne sais combien de mois. On a incarcéré les Jacob 4 jours. Finalement, pour une erreur de procédure, ils ont été mis hors de cause et ça risque d'être que très provisoire. Ils n'ont rien dit. Moi, je les ai eus en face de moi. Ces 2 blocs de granit. Je ne sais pas s'ils ont quelque chose à voir ou pas. C'est impossible à savoir. Mais je pense que les réponses qu'ils m'ont réservées, ils les réservent également aux juges et aux gendarmes qui viendraient les entendre. Et s'il n'y a pas une personne qui libère sa parole, on ne s'en sortira jamais. Or là, ça fait 36 ans que personne n'a libéré sa parole, donc on ne s'en sort pas. Les yeux dans les yeux, Michel Marie, est-ce que vous pensez qu'on découvrira un jour la vérité dans ce dossier? Je crains que non. Vous venez d'écouter la seconde partie des Voix du crime, saison 2, consacrée à l'affaire Grégory. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL et vos plateformes d'écoute préférées.